Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, et alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Florence Belkacem. Bonjour. Bonjour Marie. Eh bien, on est ravis de vous accueillir dans C'est votre avenir pour votre livre Cueilleuse de signes, qui invite à porter un nouveau regard sur le quotidien et à nous reconnecter à des messages subtils qui nous entourent. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire ce qui vous a inspiré à écrire ce livre, et surtout moi, ce que je veux souligner, parce que je l'ai adoré, votre livre. Il est à la fois spirituel, mais aussi très littéraire, et le titre d'ailleurs est très poétique, Cueilleuse de signes. Merci Marie. Oui, la poésie, je trouve que c'est très important dans la vie, la poésie. Ne serait-ce que lever les yeux vers un arbre, observer un papillon, voir des flocons qui dansent dans le ciel. C'est vrai que dans le livre, pour moi, c'est très important que tout de suite le lecteur soit aussi imprégné du décor, de la nature. Parce que cueillir des signes, c'est finalement comme cueillir un peu une pomme. C'est cueillir des signes des êtres disparus, par exemple de la part d'êtres disparus, qui vous envoie un émissaire ailé, que ce soit une coccinelle, un oiseau. Et dans les fleurs aussi. Les fleurs aussi, c'est des incroyable. fleurs tout à coup qui peuvent éclore à des moments où vous avez besoin de courage ou à des moments de deuil difficiles. Donc moi, juste une chose à la base, enfin je suis quand même journaliste et donc j'étais quand même très rationnelle. Et pour moi, il était impossible que je puisse concevoir l'idée que des défunts puissent envoyer des signes. Pour moi, c'était impossible. C'était totalement loufoque, c'était une dinguerie. J'adore ces témoignages-là. Non mais vraiment, et aujourd'hui encore, j'ai très peur d'être dans une maison toute seule dans l'obscurité. Je ne conçois la mort que de façon poétique, c'est-à-dire que j'imagine que les défunts sont quelque part présents, qu'ils volent, je sais pas. Vous savez que vous avez votre arrière-grand-mère là à côté de vous. Ah voilà, l'arrière-grand-mère kabyle. Oui, l'arrière-grand-mère kabyle que chers auditeurs, que vous allez découvrir dans le livre, parce qu'on découvre la Kabylie. Mais alors, moi je connais pas, mais j'avais envie d'y être. Oui. En fait, c'est le déclic du livre, la Kabylie, parce que moi, je suis d'origine kabyle par mon papa et grand-père, et jamais mon grand-père et papa ne sont retournés sur cette terre. Et moi, je l'ai fait en avril 2024, alors que j'avais quelques réticences, parce que papa pensait qu'il avait été, en fait, sa maman, pour que les auditeurs comprennent, sa maman était morte quelques heures après la naissance de papa. Et grand-père était terrassé visiblement de chagrin, ce que j'ai imaginé, parce que c'était quelqu'un de très pudique. Il a confié son bébé à une tante et il a fait partie de ces premiers Kabyles à migrer fin des années 30, début 40, et il est arrivé à Paris, et papa a été élevé jusqu'à ses 7 ans, donc par cette tante. Dont il avait ce souvenir très précis. Il allait au pied de la montagne Djurdjura, c'est une montagne qui culmine à 2000, parlez tellement bien dans le bouquin. 2000 mètres, qui varie au gré des heures, qui devient rose corail, orangé, etc. Et papa disait toujours, j'aimerais un jour vous emmener toucher les oliviers, les grenadiers, manger des figues, etc. Et il n'a pas fait ce voyage, ni l'un ni l'autre, ni grand-père ni papa. Et surtout le choc, et c'est aussi pour cette raison que j'ai pris la plume, c'est que papa a découvert le jour des obsèques de son père, que cette femme qu'il avait élevée jusqu'à 7 ans n'était pas sa maman. Incroyable. Donc les secrets de famille. Papa s'en est allé un 1er mai 2019, sans avoir pu entendre de la bouche de son père, je t'ai laissé parce que on m'aurait probablement en Kabylie remarié. J'étais fou amoureux de cette jeune fille. Enfin, ils avaient que 3 ans de différence. Elle s'appelait Tassadit et il en parlait en revanche quand même à ma grande sœur aînée que c'était une jolie brune, etc. Aux yeux bleus. Alors je pense qu'elle avait les yeux de ma sœur aînée, c'est-à-dire Noisette. C'est l'arrière-grand-mère qui a les yeux comme vous que je vois là. Je ne sais pas, puisque on ne connaît rien, sauf grâce à votre pouvoir, on Marie. Va retrouver des photos alors. On peut retrouver des photos, vous savez, on peut pas. En Grande Kabylie, pendant cette période coloniale, c'était très compliqué. Non, il n'y a aucune photo. Et alors là-bas, vous avez des signes. Alors on va pas tous les dire parce qu'on va laisser le lecteur découvrir tous ces signes qui sont incroyables. Mais au quotidien, cueillette de signes, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Est-ce que ça vous porte dans votre vie? Parce que finalement, ce roman,
il est quand même... Moi, ce que j'ai compris dans ce roman, c'est qu'il était très sincère et écrit avec les tripes aussi. Des choses vécues. Donc, il y a quand même beaucoup de vérité. Oui, il y a beaucoup de vérité. C'est romancé, mais franchement, il est tellement puissant, ce roman, à travers les signes de nos défunts. Expliquez-nous. Les signes aussi, c'est parfois des paroles qu'on entend, qui arrivent comme ça. On pense que c'est une coïncidence, mais non, je vais vous raconter. Ah oui. J'étais au salon du livre, la Forêt des Livres en Touraine, qui est très cher à mon cœur, et j'étais interviewée sur Ici Touraine, vendredi en direct. Et j'ai évoqué cette arrière-grand-mère de Kabylie. Bien. Et le soir, au dîner, donc on va dîner avec mon mari dans un restaurant. Et puis il y avait un couple à côté de nous. Et la femme racontait qu'hélas, elle avait été volée, qu'on lui avait pris ses bijoux. Et même, a-t-elle dit, et je l'ai entendu, pourquoi est-ce que moi je l'ai entendu, a-t-elle dit, on m'a même volé ce grand collier avec un scarabée. Le scarabée doré. Mais inouï. Alors que en Kabylie, effectivement, j'ai une manifestation de scarabée quand j'écris à papa. J'enfouis une lettre dans la terre pour lui dire je fais ce voyage pour toi. Et au moment d'enfouir cette lettre, il y a un scarabée qui surgit comme ça. Et c'est fou parce qu'à chaque fois que je pense à cette arrière-grand-mère, dont je porte en fait le deuxième prénom, et je l'ai découvert à la mairie, en Kabylie, donc j'ai été très émue parce que toute ma vie, j'ai passé mon temps à gommer ce deuxième prénom des passeports, des cartes d'identité, et maintenant j'ai le sentiment qu'elle est là depuis toujours et qu'elle me protège. Et j'étais en Albanie en vacances, on nous prenait un petit déjeuner sur une terrasse, on était dans la montagne albanaise, c'est un pays assez sauvage, assez rugueux, enfin c'est ouvert au tourisme depuis très peu d'années. Et puis et sur la terrasse, il y avait un joli chat que j'avais déjà repéré la veille. Et puis bon, alors à un moment, je me suis levée et je suis allée le suivre et tout. Et puis je l'ai vu tout à coup lever la patte contre un insecte qui tourbillonnait. Bon, je me suis dit que c'était peut-être une guêpe, il y avait tellement de guêpes. Et puis je l'ai suivi et tout à coup, je vois, que vois-je, un scarabée noir incroyable qui était là, qui s'était posé sur la terre. Mais j'ai appelé mon mari en disant mais viens. Alors lui il est très cartésien et tout, mais je lui dis regarde, c'est incroyable, je suis ce petit chat blanc qui me mène à ce scarabée. C'est faux. Donc passeur d'âme. Le scarabée. Voilà. Effectivement, alors, pour les Égyptiens, c'est le dieu qui est pris à tête de scarabée, qui fait passer les âmes des défunts vers la lumière, qui les guide vers l'au-delà. Donc il y a toute une symbolique. Et moi, ça, je l'ai appris dans votre livre. Parce que je ne savais pas que le scarabée était passeur d'âme. Alors, chers auditeurs, il y en a peut-être comme moi qui ne savent pas. Mais ce livre, il apprend tellement de choses. Comme le Père Lachaise. Ah oui, le confesseur de Louis XIV, parce que il faut savoir qu'en Petite Kabylie, il y a un cimetière. Il y a un cimetière aussi juif et un cimetière catholique. Qu'ils ont appelé le Père Lachaise. Alors bien sûr, c'était la période coloniale. Et j'ai pu passer 1h30, voire 2 heures dans ce cimetière. Alors bien sûr, il y a eu la révolution dans les années 90. Le Front islamique, ils ont détruit des tombes, etc. Mais j'ai été très... attirée, émerveillée par... On voit encore sur des tombes qui sont détruites des petits des petits cadres, des petits médaillons où il y a encore des visages. Et ce qui était très beau, et ce qui m'a frappée, et je me suis dit que la vie était quand même toujours partout, et c'est toujours la vie qui gagnait, c'est que dans ce désastre quand même de cimetière, avec toutes ces tombes cassées, ces céramiques, etc., eh bien... il y avait des rosiers qui poussaient sur des tombes d'une petite fille. C'était très joli. Une petite fille qui était morte à 6-7 ans, etc. Et j'ai été très émue dans ce cimetière. Pas que dans le cimetière, il y a beaucoup d'émotions tout le long du livre. Il y a des découvertes, il y a de la poésie, il y a vraiment, franchement, je vous recommande Cueilleuse de cygnes aux éditions Très Daniel. Peut-on échapper à son destin, de Florence Belkacem. Et alors, que souhaitez-vous que vos lectrices et lecteurs retiennent avant tout de Cueilleuse de cygnes? Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est que quand on est dans la souffrance, rapidement, quand on est dans la souffrance, il faut pas désespérer. Il y a toujours de l'espoir. Merci Florence Belkacem, merci.